Donc bon, moi je m'appelle David Olivier, je suis, je peux dire, militant antispéciste depuis peut-être 25 ans, quelque chose comme ça. Militant antispéciste, je vais expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Ça a à voir avec les animaux en général, donc animaux humains, non humains. Mon terme pour dire antispéciste, c'est militant pour l'égalité animale. On m'a invité donc, ici pour suite à un article que j'avais écrit qui s'appelait, dont le titre c'était Pourquoi je ne suis pas écologiste, et où j'expliquais pourquoi je trouvais que les écologistes ont une vision très réductrice, je disais dans l'article, de la réductrice de la nature, je dirais réductrice de la réalité, puisque d'une certaine façon je pense que la nature c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est un faux concept. Et donc, c'est pour ça que je parle spécifiquement ici un petit peu de la question de la prédation, en général, en particulier de la prédation entre les animaux, de style prédation du lion sur la gazelle, mais il n'y a pas que le lion sur la gazelle. La prédation, c'est un phénomène très général dans le monde vivant, entre animaux. La raison pour laquelle je parle de la prédation, c'est le fait que pratiquement personne dans l'univers tel qu'il existe aujourd'hui, enfin dans l'univers sur la Terre, ne dit que la prédation pose un problème moral, alors que dans cet article qui était paru dans la revue à laquelle je participais à l'époque, donc les Cahiers antispécistes, j'expliquais pourquoi la prédation pose un problème moral, c'est-à-dire pourquoi le système, qui est peut-être un des systèmes les plus fondamentaux de la biosphère, qui est le fait que les animaux se mangent entre eux, comme on dit, ou plutôt certains animaux mangent les autres, pose un problème moral. La raison est toute simple en fait, c'est parce que ça tue les proies et que ça les fait souffrir en plus, et que ça a d'autres effets aussi négatifs, mais de manière centrale, je veux dire de la même façon qu'on sait que nous on n'a pas envie d'être mangé par un lion, c'est que la gazelle n'a pas envie d'être mangée par le lion, donc ça pose un léger problème moral. Et que le fait que ce soit un système naturel et donc traditionnel n'est pas non plus, n'est pas en soi une réponse pour dire que, puisque c'est naturel, c'est bien. Bon, donc là, je dévie un petit peu sur la suite de la chose, mais je veux dire d'abord les choses les plus basiques. Donc je suis militant antispéciste. Antispéciste, ça veut dire aussi militant. Au début, on disait militant de la libération animale. Moi-même et quelques autres personnes avons commencé à militer dans le sujet vers la fin des années 80. En 89, on avait sorti une brochure à Lyon qui s'appelait Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer d'animaux. C'était à l'époque quelque chose d'extrêmement nouveau en France, ça n'existait vraiment pas en France. On était à l'époque assez inséré dans les milieux d'extrême gauche, anarchistes, libertaires. Et on espérait porter une pensée un petit peu nouvelle sur ces sujets-là. Ça a été très difficile de faire bouger ces personnes-là qui s'estiment à la pointe du progrès dans tous les domaines, mais bon, avec des idées très conservatrices sur tout ce qui n'est pas humain, sur l'idée d'aller au-delà de l'humanité. Donc, je dis, c'est quelque chose qui a été très très nouveau à l'époque quand on a commencé à en parler en France. C'était un petit peu moins nouveau dans les pays anglo-saxons en particulier. Les anglo-saxons, ça ne veut pas dire seulement l'Angleterre, c'est l'Angleterre, c'est tous les pays qui parlent en anglais. Il y avait un philosophe à l'époque qui avait en 1975 été le premier à... Je dirais pas le premier à parler du sujet, parce que le sujet, je veux dire, on en parle depuis... des milliers d'années. Je veux dire, on trouve des traces de préoccupation des humains pour les animaux et de préoccupation par rapport au traitement qu'on inflige aux animaux et par rapport à la légitimité, en particulier du fait de tuer les animaux pour les manger. On en trouve dans tous les documents, y compris de l'Antiquité. On sait que Pythagore était végétarien et s'opposait à la consommation de la viande. On en trouve des traces dans la Bible hébraïque, donc des traces très, très anciennes. On en trouve
En Inde, il y avait même un pays, enfin un royaume entier où il était interdit de tuer les animaux à la chasse et de les sacrifier pour la viande. Donc c'est pas des préoccupations complètement nouvelles, mais je dirais que c'est des préoccupations qui étaient entièrement étouffées dans l'idéologie ambiante héritée particulièrement du christianisme, donc de l'Occident. Et donc, c'était des voix qui se faisaient très très peu entendre, des voix du style de Henry Salt au début du XXe siècle, qui avait remis en question, qui avait déclaré les animaux ont des droits, et en particulier le droit de ne pas être tués. Les voix de tous les gens qui militaient pour le végétarisme, bon, ça s'entendait très très peu. Peter Singer, il a eu le grand mérite d'être un philosophe très mainstream, c'est-à-dire pas quelqu'un de marginal, qui était dans la mouvance, disons, des mouvements pour l'égalité qui existaient dans les années 70, des droits civiques pour les Noirs, etc., pour les femmes, et il a dit, pourquoi donc on n'étend pas cette égalité, cette notion d'égalité, au-delà de l'espèce humaine. Si on dit que c'est très mal de tuer et de faire souffrir un être humain, si on dit que les intérêts d'un noir à vivre et à vivre une vie bonne, heureuse, satisfaisante, sont aussi importants que les intérêts correspondants d'un blanc, si on dit que les intérêts d'une femme à être heureuse et à ne pas mourir sont aussi importants que les intérêts d'un homme, pourquoi dit-on que les intérêts d'un porc à vivre une vie heureuse et satisfaisante comptent pour zéro, alors que les intérêts d'un humain sont considérés comme très importants. Je veux dire, bon, le contraste est énorme entre la manière dont notre civilisation considère les intérêts des animaux non humains et les intérêts des humains, étant donné que dans notre civilisation, tuer un humain, c'est le crime le plus grave, pratiquement. Ça n'est dépassé que par l'acte de tuer en faisant souffrir, du style du gang des barbares, là, avec Ilan Halimi. Tuer avec torture, c'est une circonstance aggravante. Tous les animaux qui sont, pratiquement tous les animaux qui passent dans nos assiettes tous les jours, sont des animaux qui ont été tués, bien entendu, qui ont été tués jeunes, alors que tuer un humain jeune, c'est considéré comme encore pire. C'est pratiquement des bébés animaux, les poulets, c'est quelques semaines, les cochons, c'est à la fin de leur enfance qu'on les tue, etc. Et c'est des animaux qui ont été tués. Moi, j'aime pas dire qu'ils ont été torturés, parce que torturer, ça donne l'impression que c'est du sadisme. C'est pas du sadisme, mais c'est équivalent à la torture en termes de souffrance, ce qu'on a fait vivre à ces animaux. Simplement pour des raisons économiques, pas par méchanceté, mais parce que si on veut se produire un animal, enfin de la chair le plus vite possible, ça a des implications sur le bien-être des animaux. Donc, d'un côté, la sacralité de la vie humaine, et de l'autre côté, la banalité totale du fait de tuer en faisant souffrir les animaux. Quelle est la différence entre un humain et un animal? Les religions, en particulier la religion chrétienne, disent que la différence est absolument essentielle, que les humains ont une âme éternelle, immortelle, que Jésus-Christ est venu sur terre pour sauver. Il n'est pas venu sur terre pour sauver les cochons qui n'ont pas une âme immortelle. Voilà, ça c'est la réponse des religions. Aujourd'hui, on sait depuis Darwin qu'il y a une continuité entre les humains et les autres animaux. Que, bon, par exemple, entre nous, le dernier ancêtre commun entre nous, vous qui êtes dans cette salle, enfin nous dans cette salle, et les chimpanzés, remonte à 6 millions d'années, c'est-à-dire très peu en termes évolutifs, quelque chose comme 6 millions d'années. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune caractéristique particulière qui distingue les humains des autres animaux. Évidemment, il y a des caractéristiques particulières des êtres humains, mais au niveau individuel, par exemple, si on dit la parole, il y a des humains qui sont incapables de parler. Les nouveau-nés sont incapables de parler, les autistes sont incapables de parler, beaucoup d'handicapés mentaux sont incapables de parler.
Et puis parler, c'est défini comment? Évidemment, si on définit parler comme étant une activité avec toutes les caractéristiques typiques des êtres humains, les humains qui le feront, de la même manière que si on définit voler comme étant une caractéristique, la manière spécifique de voler de telle espèce de chauve-souris, il y aura telle espèce de chauve-souris qui pourra voler. Mais je veux dire, bon, au niveau de savoir s'exprimer, c'est bien clair que les autres animaux, peut-être pas tous, mais il y en a beaucoup qui savent s'exprimer. Il y a une phrase de Peter Singer, donc de ce philosophe, quand il a écrit Animal Liberation, donc je montre simplement le livre, c'est un livre qui a été publié en France, en traduction française en 92 ou quelque chose comme ça, bon, où il dit qu'il n'y a aucune caractéristique humaine, enfin, que si on veut définir les êtres humains pour pouvoir les séparer de manière nette de tous les autres animaux, il n'y a aucune caractéristique qu'on peut prendre qui permette de faire cette frontière. Si on dit par l'intelligence, eh bien c'est clair qu'il y a un certain nombre d'animaux, du style chimpanzé, qui sont plus intelligents que certains humains. Donc si on veut dire ce qui justifie de tuer les animaux sans scrupule, alors qu'on ne peut pas faire ça aux humains, c'est leur intelligence, eh ben, comment ça se fait qu'on se permet de tuer un cochon adulte avec une intelligence normale de cochon adulte qui est nettement supérieure à celle d'un nouveau-né, alors que tu es un nouveau-né ou un handicapé mental profond, c'est considéré comme le pire des crimes. Donc il n'y a aucune caractéristique moralement pertinente qui permette de séparer les humains des animaux, et que de toute façon, si on veut se baser sur l'intelligence, par exemple, on sait très bien que on ne considère pas que les droits, que la dignité humaine, que toutes les caractéristiques morales qu'on attribue aux humains comme étant la source de leurs droits dépendent de leur intelligence. On ne va pas dire oh ben c'est moins grave de tuer quelqu'un parce que bon il a 0 en maths alors que tel autre qui est plus fort en maths c'est beaucoup plus grave de le tuer parce qu'il est plus intelligent. Donc on ne considère pas que l'intelligence ça soit un critère moralement pertinent pour juger de la manière dont on peut traiter les gens. On ne considère pas que la possession de la parole non plus, ça soit ça. On ne considère pas non plus que bon, bien évidemment, on ne considère pas la bipédie comme étant ce qui permet de différencier les humains des animaux et de justifier cette différence de traitement, puisque les poulets, par exemple, sont bipèdes. Enfin, en définitive, il n'y a aucune caractéristique qui rationnellement permette de dire que les intérêts des animaux doivent compter pour 0 et que les intérêts des humains doivent primer dans tous les cas. Et donc Peter Singer, il a dit simplement, le fait de considérer que les intérêts des animaux comptent pour 0, ou même simplement le fait de considérer qu'ils comptent pour moins que les intérêts des humains, est un préjugé en faveur de notre propre espèce et au détriment des individus des autres espèces, donc un préjugé en faveur des membres de notre propre espèce, parce que c'est quelque chose qui concerne les individus, donc c'est une discrimination en faveur des membres de notre espèce et au détriment des membres des autres espèces. Il a dit, ça s'appelle du spécisme, de la même manière que quand c'est en faveur des membres de notre propre race au détriment des membres des autres races, on dit que c'est du racisme, ou que si c'est les hommes, par exemple, qui disent le simple fait d'être un homme me donne des droits que les femmes ne peuvent pas avoir, on dit que c'est du sexisme. Donc le terme spécisme, c'est formé sur la même racine que racisme et sexisme, et donc le mouvement pour le livre de Singer s'appelle La libération animale, donc par analogie avec la libération des femmes, la libération des Noirs, ainsi de suite, ça s'appelle aussi mouvement antispéciste. Donc quand on a commencé à lutter en France sur ce thème-là, on a fondé les cahiers antispécistes et on a essayé d'introduire ces idées un petit peu en France.